Un accident, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et dans ces moments-là, on peut vite se sentir dépassé, paralysé. Eh bien, cette analyse est là pour changer ça. On va voir ensemble, pas à pas, comment on peut transformer ce sentiment d'impuissance en gestes concrets, des gestes qui peuvent vraiment faire la différence. Et ça, ce n'est pas juste une jolie phrase. Tous les médecins urgentistes vous le diront, les toutes premières minutes sont absolument cruciales. L'action d'un témoin, la première personne sur place, peut radicalement changer la suite pour une victime. Chaque seconde compte, et le premier maillon de cette chaîne de secours, eh bien c'est celui ou celle qui est là, au tout début. Gardons bien cette idée en tête. Le secourisme, ce n'est pas un examen où il faut avoir tout bon. On n'est pas là pour chercher la perfection, ni pour avoir peur de mal faire. C'est avant tout une question d'intention et d'action. L'objectif, il est simple, c'est de faire de son mieux avec ce qu'on sait. Alors voilà le programme. On va commencer par les bases, les principes qui marchent à tous les coups. Ensuite, on va se mettre en confiance en s'attaquant aux bobos les plus fréquents pour ensuite monter en puissance et aborder les situations vraiment critiques, celles où chaque geste est décisif. Allez, on y va. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, mais vraiment une seule, ce serait ça. Ce plan d'action, il s'applique à absolument tout, de la petite égratignure à l'accident le plus grave. C'est notre feuille de route, notre boussole dans l'urgence. C'est la règle d'or, le mantra du secouriste. Protéger, alerter, secourir. Dans cet ordre. Protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord s'assurer que la zone est sûre. Pour la victime, bien sûr, mais aussi pour soi. Le but, c'est d'éviter le suraccident. On ne rajoute pas un problème à un autre. C'est seulement une fois que tout est sécurisé qu'on peut passer à l'étape suivante. Bon, l'étape alerter. Ici, le mot d'ordre, c'est l'efficacité. En France, on a le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers et le 112 qui est le numéro d'urgence européen. Quand on appelle, il faut donner des infos claires et concises, son propre numéro pour qu'on puisse nous rappeler la nature du problème, est-ce qu'un accident, un malaise, et surtout l'endroit le plus précis possible. Chaque détail peut faire gagner un temps précieux. Ok, maintenant on va passer à des cas plus fréquents, et heureusement moins graves. Le fait de maîtriser ces gestes simples, ça permet de gagner en confiance. Et quand on est en confiance, on est plus à même de bien réagir si une situation plus complexe se présente. Alors là, c'est très intéressant parce que ça se ressemble, mais ça se traite de manière complètement opposée. Pour une crampe, un muscle qui se contracte tout seul, on va masser doucement et étirer pour le détendre. Mais pour une élongation, qui est en fait une mini déchirure des fibres, c'est tout l'inverse. On arrête tout et on met du froid. Et ça, c'est un point absolument capital. Il ne faut jamais masser une élongation ou une déchirure. Pourquoi? Parce que ça risque d'aggraver la blessure, d'augmenter le saignement à l'intérieur du muscle et au final de ralentir la guérison. Donc la règle est simple. Si on a un doute après un effort, on ne touche pas et on met de la glace. Un autre conseil, tout simple, mais hyper utile, pour un bleu, un coco, le froid va permettre de limiter le gonflement et le petit saignement sous la peau. Par contre, attention, la glace directement sur la peau, ça peut brûler, donc on pense toujours à l'enrouler dans un linge ou une serviette. Ok, là on change de registre. On aborde les blessures qui demandent l'intervention de professionnels. Dans ces cas-là, notre objectif principal, c'est de ne pas aggraver les choses en attendant l'arrivée des secours. Face à quelqu'un qui pourrait avoir une entorse ou même une fracture, la règle numéro 1, la plus importante, c'est on ne bouge pas le moindre blessé. Le moindre mouvement pourrait faire plus de dégâts. Donc on alerte les secours, on couvre la personne pour qu'elle n'ait ni trop chaud ni trop froid, et on lui parle, on la rassure. Savoir faire la différence entre les deux est vital. Une petite coupure, bon, ça se nettoie, on met un pansement et c'est réglé. Mais une plaie grave, c'est une urgence absolue. Les signaux d'alarme, un saignement qui ne s'arrête pas, un objet planté dedans ou alors sa localisation, sur le ventre, la poitrine ou près de l'œil, là on n'hésite pas. Et voici une autre règle d'or à graver dans le marbre. Si un objet est planté dans une plaie, on n'y touche surtout pas. On ne le retire jamais. Pourquoi? Parce que cet objet fait peut-être bouchon et empêche une hémorragie massive. Si on l'enlève, on risque de déclencher un saignement impossible à contrôler. Ça, c'est le travail des médecins. On arrive maintenant au cœur du sujet, la partie la plus critique. Là, on parle des gestes qui peuvent littéralement faire la différence entre la vie et la mort. C'est le moment d'être bien concentré. Qu'est-ce que ça veut dire une perte de connaissance? C'est quand une personne ne réagit plus. On lui parle, on la stimule un peu et rien. Mais, et c'est le point crucial, elle respire. Le danger numéro 1, c'est que sa langue tombe en arrière dans sa gorge et l'empêche de respirer. Pour éviter ça, il y a un geste, la mettre en position latérale de sécurité, la fameuse PLS. La PLS, ça peut impressionner, mais en réalité, c'est une séquence logique en 3 temps. D'abord, on prépare le corps en positionnant les bras et la jambe. Ensuite, on fait pivoter la personne doucement vers soi. Et enfin, on stabilise le tout pour être sûr que sa bouche reste ouverte et orientée vers le bas pour que rien ne vienne bloquer sa respiration.
Là, on est dans le scénario le plus grave. La personne est inconsciente, et cette fois, elle ne respire plus. Ou alors, attention, elle a une respiration très anormale, des sortes de hoquets bruyants et espacés. On appelle ça des gaspes. Ce n'est pas une vraie respiration, c'est un signe d'arrêt cardiaque. Il faut agir et tout de suite. 30. C'est le premier chiffre à retenir pour la réanimation. Chaque cycle commence par une série de 30 compressions thoraciques. En faisant ça, on fait en quelque sorte le travail du cœur à sa place. On pompe manuellement le sang pour qu'il continue d'aller jusqu'au cerveau. 2. Juste après les 30 compressions, on enchaîne avec le chiffre 2. Ce sont les 2 insufflations le bouche à bouche. Leur but, c'est d'envoyer de l'air, donc de l'oxygène, dans les poumons de la victime. Le cycle, c'est donc toujours 30 compressions pour faire circuler le sang et 2 insufflations pour l'oxygéner. Et enfin le rythme. Il faut viser entre 100 et 120 compressions par minute. C'est très rapide. Mais il y a une astuce connue pour avoir le bon tempo en tête. C'est le rythme de la chanson Staying Alive des Bee Gees. On garde ce rythme, on enchaîne les cycles de 30 et 2 sans jamais s'arrêter jusqu'à l'arrivée des secours. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre idée de départ. Même dans la situation la plus stressante, si jamais on a un doute, il faut se souvenir de ça. Agir avec logique et avec l'envie d'aider, c'est toujours la meilleure des choses à faire. Le bon sens, c'est notre meilleur guide. Bon, on a vu l'essentiel, de la sécurisation d'une scène d'accident au geste de réanimation. Alors la question finale est toute simple, mais elle résume tout. Maintenant, face à n'importe quelle situation, quel serait le tout premier réflexe à avoir ? La réponse à cette question, c'est le début de toute chaîne de secours efficace.